Eh ben c'est mieux. Je m'y attendais pas, vraiment pas, d'autant que j'ai plusieurs amis qui l'ont vu en avant-première et qui m'ont dit que j'allais détester, et globalement, c'est beaucoup mieux que le Hobbit. Beaucoup, non, j'exagère. C'est mieux que sur le Hobbit, c'est pas compliqué, parce que pour moi c'était vraiment très très mauvais en ce qui concerne le Hobbit. Et en ce qui concerne celui-là, bah ça passe. Il y a moins de diversion avec plein de petites de vieilles histoires, plein de background, plein de choses dans ce genre-là. C'est plus dans l'exploration actuelle. On raconte moins de choses qui se passent avant, on montre plus ce qui se passe en ce moment. Ça commence enfin à mériter son titre. Bilbo sert enfin à quelque chose, devient enfin l'intérêt principal du film. Gandalf, quant à lui, continue à vivre ses histoires dans son coin, et effectivement cette façon-là de montrer la façon de revenir de Sauron est plus intéressante. Reste que c'est abominablement long. Et c'est insupportablement long, et encore une fois, enfin quand l'écran de fin est arrivé, j'ai fait quoi? Maintenant? Mais qu'est-ce que vous voulez dire dans le prochain? Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, pourquoi à ce point-là? Pourquoi étirer à ce point? Enfin, vraiment, est-ce que c'est si utile que ça? Enfin, justement, le regain d'intérêt de cette partie-là montre à quel point ils auraient dû n'en faire qu'un. C'est que il y a effectivement des choses intéressantes à raconter dans le Hobbit. Il n'y a pas que des trucs qu'on sait déjà. Il n'y a pas de la mauvaise foi dont vous avez fait preuve quand j'ai parlé de cet élément-là dans Pourquoi j'ai raison, vous avez tort. C'est affligeant. Mais bon, bref, pas tous, hein, certains. Mais il y a manifestement des choses intéressantes dans cette histoire. Pourquoi perdre autant de temps avec le reste? Pourquoi perdre autant de temps avec les chansons dans le premier, avec 36 000 histoires de ruines et de machins dans le premier aussi d'ailleurs. Dans celui-ci, toutes les histoires avec les elfes qui ont dû avoir lieu manifestement, mais qui, semble-t-il, s'arrêtaient bien avant cela, puisque Legolas ne devait pas censé apparaître, paraît-il. Là, encore une fois, c'est des suppositions. Et alors cette nouvelle elfe, mais vraiment, mais c'est d'un ridicule. Je me souviens, je l'ai entendu en interview, enfin je l'ai vu à la télé, enfin sans doute une news télé ou un truc dans le genre sur la sortie du Hobbit, où elle disait bah oui, à l'époque où Tolkien a écrit le bouquin, il y avait pas, enfin les femmes avaient pas beaucoup d'importance, donc il y a peu de femmes d'importance dans le Hobbit, enfin dans le Seigneur des Anneaux, et il fallait rajouter un personnage féminin comme ça pour moderniser le truc, etc., etc. Rajouter un personnage féminin pour la seule et unique pour le seul et unique but de créer une romance avec un autre mec, ça a rien de moderne. C'est au contraire, c'est d'un cliché et d'un mauvais et d'un pitoyable genre. On peut plus faire un film sans qu'il y ait une histoire d'amour quelque part, et on peut plus faire un film sans qu'il y ait une histoire, enfin voilà, sans que. Je trouvais que le symbole était très beau parce que c'est la personne avec qui elle veut sortir. Je dis pas qui parce qu'on sait jamais. Mais la personne avec qui elle veut sortir, à un moment, était allongée dans des noix. Étant donné qu'il se plaise bien et qu'il est en plein dans les noix, enfin, je me disais, voilà, il a que ça en tête, il a ses noix. Bon, bref. C'est mon esprit mal placé, comme d'habitude. Mais, vraiment, enfin, en arriver à ça pour ça, avec en plus, un triangle amoureux! Encore un! Mais qu'est-ce que c'était nécessaire à apporter au Seigneur des Anneaux, mon Dieu! Qu'est-ce que c'était important? Qu'est-ce que c'était utile? C'est d'un basique. C'est d'un mauvais. Enfin, c'est vraiment les codes de base de l'écriture du scénario hollywoodien, mais base pas dans le sens noble du terme, quoi. Enfin, base dans le sens c'est les codes d'Hollywood pour les ploucs, quoi. C'est ben là on va leur mettre une petite histoire d'amour, puis on va faire un triangle amoureux parce que sinon ce sera pas moins intéressant, et quoi. Mais horrible. Et quand ils ont augmenté les rôles féminins dans la première trilogie de Seigneur des Anneaux, bon d'accord, Éowyn était ah mon Dieu, je t'aime et je vais mourir de mortalité parce que je vais mourir de mortalité parce que je t'aime et parce que machin. Bon, OK,
Mais il y avait quand même Éowyn de l'autre côté qui n'était là que pour avoir des couilles et montrer que les nanas ont des bollocks et peuvent prendre les rênes du royaume sans aucun souci, et qui avait une attirance pour le personnage d'Aragorn, mais qui pouvait être plus que ça. Et ça, c'est une écriture de femme, enfin une modernisation de l'histoire, et de mettre une femme moderne dedans, c'est que une femme peut servir à autre chose qu'à vous faire gesticuler les couilles quand vous la voyez sur l'écran, quoi. Une femme peut servir à plus que ça, et quand elle te sort quand l'actrice te sort qu'on l'a mis dedans pour moderniser le truc, non, si c'était le but, c'est raté, c'est pas bien du tout. J'ai l'impression qu'il s'est vachement calmé au niveau de l'esthétique, au niveau de l'étalonnage. C'était beaucoup moins criard et surtout beaucoup moins uniforme que dans le premier. Je vous avais dit, le premier, c'était les forêts sont vertes, et puis les nuits sont bleues, et puis là c'est rouge et machin. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de diversité, il y a beaucoup plus de lumière plus naturelle, beaucoup plus de plans en extérieur, beaucoup plus de grands bâtiments, de grands machins. On les avait aperçus dans le premier, enfin ne serait-ce qu'Erebor, on savait à quoi ça devait ressembler, mais on le voyait très très peu, avec des caméras qui bougent dans tous les sens, etc. Là, pour le coup, ça y est, on a enfin des grands halls incroyables et éclairés dont on ne sait pas trop où, mais éclairés quand même. On ne sait pas trop où. Étrange liaison. Bref, c'était donc esthétiquement c'est un peu plus sympa. Reste 2-3 effets qui sont vraiment dégueulasses et mal foutus, des trucs qui sont vraiment clairement de l'image de synthèse ou qui sont clairement du polystyrène. Je vous dis, enfin, on a l'impression que les statues vont dodeliner sur leur socle tellement elles font polystyrène, peint en gris, peint en pierre. Je crois que la plus grosse faute de goût esthétique, ils ont essayé de le faire passer discrètement, mais c'est pas discret du tout. C'est un passage où ils sont dans des tonneaux pour s'enfuir dans une rivière, et il y en a qui ont été filmés à la GoPro. J'ai pas été vérifié sur internet, mais c'est évident. Enfin, c'est l'image de la GoPro, c'est assez clair généralement quand c'est une GoPro ou une caméra dans ce style-là en tout cas. Sachant que la GoPro en plus peut tourner en 4K maintenant, donc ils ont dû pouvoir en profiter pour mettre ça dans leur chaîne de montage. Ça reste assez dégueulasse qu'en un seul coup on a un truc avec un contraste horrible, plus de détails du tout à l'intérieur et qui va dans tous les sens, et puis un grand angle qui déforme toutes les images. Ça se voit que c'est du GoPro et c'est pas terrible, esthétiquement ça ajoute pas grand chose, et il y a juste 2 plans là-dessus, mais ils étaient vraiment moches et ça m'a vraiment fait dans mon fauteuil, c'est le mouvement de recul face à la qualité GoPro. Globalement il y a plutôt du mieux. Les personnages, les conversations sont plus intéressantes, ce qui se déroule dans le film est plus intéressant. Peut-être que comme le premier ça traîne en longueur, bien que ces longueurs-là soient des longueurs d'action, donc ça s'apprécie un peu plus, mais ça reste long, ça reste très très long, 2h45, voilà, et surtout 2h45 pour que, encore une fois, rien ne soit résolu du tout. C'est-à-dire que généralement, vous regardez les premiers volets du Seigneur des Anneaux, quand ils étaient coupés à des endroits qui étaient importants, des endroits charnières, des moments charnières. Alors, bon bref, des moments importants dans la communauté de l'anneau, le bouquin comme le film d'ailleurs, hein, les bouquins ont été étudiés pour ça, mais c'est dans le 2e, 3e qui change la transition. Mais dans le premier, ça s'arrête quand la compagnie décide de se séparer et que Frodon et Bilbon partent de leur côté. Dans le 2e, ça s'arrête quand ils ont enfin réussi à se libérer des cavaliers du rang, Frodon et Sam, pour s'en aller. Et puis du côté des autres, ça s'arrête où déjà exactement, je me rappelle plus trop. La fin de la bataille du gouffre de Helm. Donc voilà, quelque chose qui s'est résolu. Là vraiment, cela il se termine toujours en plein milieu de l'action, parce que ces actions ne se terminent pas vraiment. Si à la limite le premier il venait de sortir du truc des gobelins, donc ça passe. Mais alors dans celui-ci, toutes les actions qui s'arrêtent sont vraiment en suspens, sont vraiment en cours. Le moment où il décide de couper et je trouve très très mal choisi.
Et c'est un peu pour ça que du coup quand la coupe arrive et que le film se termine, on se dit putain j'ai passé 2h45 et je vais même pas avoir la fin de ce truc là, vous allez me faire attendre pendant 1 an, mais vous foutez de la gueule de qui quoi. Surtout pour raconter quoi? Parce que manifestement ce qui va rester dans le deuxième film c'est assez peu de choses. Il y a 2 événements qui doivent se produire, un avec Smaug et puis un avec une espèce d'énorme armée manifestement. C'est merde quoi. Le film s'appelle La désolation de Smaug en plus quoi. Tu t'attends à ce qu'il résolve l'histoire de Smaug à ce moment-là, bah non, il la résolve pas. C'est un peu alors il y en a peut-être qui vont penser que c'est du spoiler d'ailleurs, je suis désolé si vous pensez ça, mais enfin pour moi du spoiler c'est des choses qui sont sorties depuis 80 ans, j'ai du mal à voir le truc, mais bon. Donc ouais, assez énervant parce que beaucoup de facilité, beaucoup de clichés et en même temps ce qu'il essayait de faire dans le premier, il y arrive beaucoup mieux maintenant. Il y a un côté fable qui est beaucoup plus présent, les décors gigantesques, les personnages, le comportement de Smaug, qui d'ailleurs rend beaucoup mieux que ce que ça laissait craindre la fin du premier, qui veut vraiment être un plan fait à la va-vite pour terminer le film parce qu'ils savaient pas comment le terminer autrement. Mais là ça y est, là ils ont bien étudié le truc, les pièces réagissent bien, c'est tout, c'est bon, c'est nickel, ça c'est réglé. Pareil avec Azog, enfin toujours pas de conclusion, toujours pas d'avancée, toujours pas de progression dans son histoire, ça stagne complètement. Mais d'autres choses avancent bien et le côté fable sort vraiment maintenant et ça devient vraiment beaucoup plus visible et beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux travaillé. Donc oui, du mieux, de la progression. Niveau musique, ça rendait pas trop mal aussi. Les décors, il y en a toujours. Enfin, esthétiquement, c'est la même chose. À ceci près que la plupart des décors maintenant sont des décors faits pour la fable, donc du coup ils passent beaucoup mieux, comme la grotte des gobelins à la fin du premier. Là cette fois ça y est, on est vraiment rentré dans un univers de fable, on voit plus d'anciens décors qu'on avait pu voir avant, et donc l'univers reste cohérent dans un film. Donc déjà ça c'est une progression, c'est un mieux. Les personnages deviennent plus intéressants, même si ceux qu'ils ont rajoutés servent pas vraiment à grand chose, et ceux qu'ils ont modifiés, pourquoi, à quoi bon, enfin à quoi ça amène. Mauvais lieu de coupe, ils auraient vraiment dû faire l'histoire en 2 films. Mauvais lieu de coupe et globalement j'ai toujours du mal à me dire que c'était un projet intéressant et important et qu'il fallait absolument le faire. Mais voilà, ça passe. Je l'ai vu en 3D, pas en 48 fps parce que contrairement au premier, alors tout le monde se fout du 48 fps pour cet épisode-là. Je n'ai trouvé aucune liste. Si, j'en ai trouvé une. Mais vraiment, enfin, il a fallu que je cherche dans les recoins du web. C'est très difficile de trouver une liste des cinémas qu'il passe en 48 images secondes. Et il y en a très très peu. À Paris, je crois qu'il y a les Gaumont Opéra et les trucs dans ce genre-là, mais je suis pas sûr du tout. Et donc moi, j'avais pas envie de m'ennuyer. Déjà, j'ai fait l'effort d'aller le voir la première séance du matin parce que sinon je savais que ça allait être une catastrophe et j'ai très peu de temps en ce moment pour aller voir des films et encore moins pour en parler. Donc j'ai fait au plus vite. Mais ouais non donc du coup voilà, j'ai été le voir en 24 images secondes et pas en 48. Je crois toujours pas en 48 de toute façon et c'est pour moi c'est assez dégueulasse. La 3D sert toujours à rien. Là vraiment en plus c'était une bonne installation 3D parce que c'est un truc ultra récent qui vient d'être fait et c'était enfin voilà, c'est pas bon. Enfin c'est pas bon, ça ne sert à rien. La 3D sert absolument à rien. Et du coup voilà, je reste persuadé que ça ne servait à rien de faire ce film en 3D et dans celui-ci voilà, il y a quelques plans qui passent bien, de grands décors, de grands paysages, etc. Le reste du truc, c'est tellement plat que on en a absolument rien à foutre, que ce soit en 3D ou pas. Donc, si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez celui-là. Si vous allez le voir, je vous conseille même pas d'aller le voir en 3D. Si vous pouvez le trouver en 2D, faites-le. Si vous êtes obligé d'aller le voir en 3D, parce que certains cinémas ne proposent pas les versions 2D, 3D. Si vous êtes obligé, allez le voir en 3D, mais ça sert à rien. Globalement, pour moi, c'est mieux, mais c'est toujours aussi long. Enfin voilà, c'est toujours pas. Je suis toujours pas convaincu qu'il y avait besoin de les faire. Mais bon, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.